Eh ben, ça faisait un moment que j'avais pas eu de problème. Il y a un an, j'ai sorti 60 avis impopulaires sur le rap français et sur le rap américain. Depuis, j'ai toujours autant d'avis catastrophiques, mais je les partage sur le Twitter MF Pepito pour les plus intéressés. Mais au bout du 75e message de haine, je me suis dit que c'est quand même dommage de pas en faire profiter YouTube. Alors j'ai concentré toute mon aigreur retenue depuis si longtemps pour pouvoir proposer 50 unpopular opinions sur le rap. Il y aura des takes sur tout, hein. Rap US comme rap français, 50-50, enfin 25-25 pour le coup. Et ça, pour l'unique raison que je me fasse que des ennemis à la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas que ces avis n'engagent que moi, c'est évidemment subjectif, mais on va pas se le cacher que mes goûts de roi ainsi que ma connaissance infinie dans la matière rendent ces avis plus que légitimes. Je rigole. Alors commençons sans plus tarder avec le premier avis des 50 unpopular opinions sur le rap. Oh mais dis le terme! Dis le terme! Dis le terme! Depuis Lithopédion, Damso est rincé en rap, mais il sort de bons albums. Damso a rejoint la catégorie très restreinte des rappeurs bons sans plus pouvant sortir de très bons albums. C'est-à-dire qu'au niveau de la production, de l'atmosphère, de tout ce qui donne un album sur la forme, depuis Lithopédion, Damso il fait que s'améliorer. Enfin, presque. Par contre, son niveau de rap, il suit pas. Et je pense pouvoir confirmer ma théorie sur son prochain album Bia, qui va être sûrement un album très sympa d'écoute, bien produit, mais avec des perfs assez moyennes et des punchs de Damso qui se prend pour Baudelaire en rajoutant des paroles bien vulgaires pour garder sa fanbase. Et si vous voulez, j'ai même fait un bingo sur son prochain album pour ceux qui veulent jouer. Voilà. SCH est le meilleur rappeur de la dernière décennie. Et me parlez pas d'effet de récence, hein. Quand t'as sorti A7, Deo Favente et Julius, tu peux te permettre de prétendre à ce titre. Et ce n'est pas impossible qu'il continue à régner sur les années 2020 s'il continue à sortir d'excellents projets comme Julius Prequel. Personne n'a été meilleur que lui depuis 2015, mais je reste très ouvert au débat. Gizmo rappe mieux que Nekfeu. Alors je sais que ce take va faire du mal à beaucoup de monde, mais Gizmo et Nekfeu sont tous les deux de très bons rappeurs, hein. Cependant ce qui les différencie, c'est déjà beaucoup plus de maturité dans l'écriture de Gizmo, mais surtout une meilleure technique dans sa manière de rapper, et ça sans forcément s'enfermer dans des multisyllabiques balourdes. Par contre, si je peux vous accorder quelque chose, c'est que Nekfeu il sort des meilleurs albums. Tiens d'ailleurs en parlant d'albums, un album avec les 15 meilleurs sons de Jul serait l'un des plus grands du rap français. Et oui, une poignée d'extrémistes veulent nous faire croire que Jul a toujours fait de la zumba de beauf, et ça en omettant ses très nombreuses bonnes perfs de rappeurs des années 2010. Ok pour dire que Jul n'a plus rien à faire de la construction de ses albums et qui sort littéralement des playlists en format CD, mais si tu pioches quelques très bons morceaux par-ci par-là, tu te mets à comprendre que si Jul ne s'était pas peiné à sortir 56 mixtapes par an, il aurait pu drop un classique sans problème. Par contre, un album avec les 15 meilleurs sons de Naps serait toujours aussi nul. Depuis quelques années, Naps a aspiré tout le venin du Jul 2.0 pour devenir une copie encore plus gaze et balourde. C'est d'ailleurs ce pompage de cils qui l'a fait connaître au grand public jusqu'à presque associer leurs deux carrières. Ok pour dire qu'ils font la même chose depuis 2020 environ, mais pitié ne comparez plus jamais autrement Jul et Naps. Niska est dans le top 5 des meilleurs rappeurs de la dernière décennie. Je pense que j'ai besoin de rappeler à personne que Charo Life et Commando sont deux classiques du rap français. Par contre, il est nécessaire de remémorer à tous que Niska n'est pas seulement le jury de Nouvelle École qui lâche des lourds en guise d'analyse. Niska c'est un excellent rappeur et l'un des meilleurs qu'on a pu avoir dans les années 2010. C'est l'un des seuls à avoir sorti des flows de l'espace avec des voix différentes pour chaque ambiance, hein. C'est un truc assez commun aux États-Unis, un peu à la Denzel Curry ou Eminem pour rester un peu dans l'actualité. Mais en France, c'est super rare de trouver ça et aussi bien fait. Ça fait 2 ans qu'on n'entend plus du tout parler de lui au niveau de la musique, mais je pense que ça s'annonce très lourd pour la suite. 7 de Kobalade a tout d'un classique. 7 de Kobalade c'est un game changer, hein. Le flow il est nouveau, l'hymne national est présent, la progéniture a été créée, tout y est pour concevoir un éventuel classique du rap français. Et tu rajoutes avec ça l'era légendaire des freestyles ténébreux, et là, les larmes me viennent. Dinos est le rappeur le plus surcoté de sa génération. En plus d'être un excellent vidéaste, j'ai un second talent. J'ai un radar à rappeur frauduleux. À partir d'un moment où un raclo se prend pour Maupassant à nommer ses albums avec des taciturnes ou des Imani, ouais, ça commence à sentir le sapin. Dinos n'échappe pas à la règle en proposant des perfs de rap moyennes et avec ça une écriture qui fait au mieux frimousser des lycéens en bac L. En fait le problème c'est qu'on assimile souvent les textes un peu soutenus de Dinos à un niveau d'écriture hors du commun dans le rap. Alors il suffit juste qu'il fasse un son qui s'appelle Les Pleurs du Mal pour qu'on le surcote à mort. Donc j'aimerais adresser un dernier message avant de terminer ma profonde phase de aigreur. Dinos, toi qui es fan de poésie, n'oublie jamais que ton rappeur préféré a déjà dit l'un des plus grands adages du rap français. Va te faire niquer toi et tes livres. Je finis alors ma croisade aujourd'hui en le disant une dernière fois, Dinos est le rappeur le plus surcoté de sa génération. On peut passer à la suite.
Gazo va disparaître dans 2 ans. Alors c'est un pari assez risqué, mais je suis pratiquement sûr que la musique d'ascenseur saoudienne que propose Gazo deviendra vite un mauvais souvenir du rap français. Ouais Renoir est un industrie plan. Hello Samouille. Petit rappel. Le clip ODD de PNL est le plus grand clip de l'histoire du rap français. Bon, une fois de plus, le take n'est pas le plus risqué au monde, mais l'un des retours les plus attendus du rap français s'est fait sur la Tour Eiffel. Hein. Ils ont pris le monde devant nos yeux. Comment tu veux débattre là-dessus ? Jazzy Bass a une horrible écriture. Vous savez, l'ancien Jazzy Bass qui avait encore des choses à dire me manque beaucoup. Malheureusement, quand t'as plus rien à raconter, et bah tu t'enfermes dans des multisyllabiques honteuses et des rimes bien frauduleuses. Hein, je pourrais faire un best-of, mais bon, il suffit juste d'écouter Memoria pour s'en rendre compte. La machine de Vald est un des meilleurs sons de sa carrière. Je pense que beaucoup sont passés à côté de l'immense son qu'est La Machine, et ça sûrement parce qu'il est dans les bonus de son dernier album. C'est la première musique annonçant son retour, et il est bien tonitruant comme il faut. Pour moi, c'est un top carrière sans problème. Par contre, l'album qui a suivi était clairement pas à la hauteur du son. Freeze Corleone a la capacité de sortir la plus grande trilogie du rap français. Et je parle bien de trilogie, hein, et pas de suite d'albums classiques. La Menace Fantôme et L'Attaque des Clones, c'est 2 fois Album of the Year, dont un classique du rap français. Si l'album qui suit est La Revanche des Sith, et accessoirement au minimum un très bon album, et bah je vois aucune concurrence potentielle à cette trilogie de Freeze Corleone. Et le premier qui me parle du replay value d'ADC, et bah attention. Hugo TSR n'a rien d'un grand rappeur. Alors j'ai toujours acclamé son immense discographie remplie de projets au minimum très bons, mais je tiens malgré tout à préciser avant qu'on m'associe à quelconque idéo musicale, Hugo TSR n'est pas un très bon rappeur. Hein. Quand t'as le même flow toute ta carrière, que tu poses sur les mêmes instrus en parlant des mêmes sujets, ouais t'es pas trop tout terrain. Hein. Tu mets Hugo TSR sur un Zola Type Beat, je sais d'avance qu'il va partir en syncope. Dans mon enfer, y a du bon, du Lino est top 5 des meilleurs rappeurs français de tous les temps. Voilà à quoi ressemble un grand rappeur. Je sais pas si on peut parler d'unpopular opinion, mais l'indifférence générale qu'on porte sur l'immense rappeur qu'est Lino me consume de jour en jour. Que ce soit en solo, en groupe ou en feat, Lino a toujours été imprenable. Sa voix est charismatique, ses textes sont super bien construits, ses flows se sont adaptés à chaque époque, et ça en plus de 20 ans de carrière. Lino, c'est l'un des plus grands rappeurs de France. Et quitte à continuer mon pressing, laissez-moi vous dire que Quelques gouttes suffisent d'Arsenic est top 3 des meilleurs albums de rap français de tous les temps. C'est l'un de mes albums préférés, mais j'ai quand même pas envie de passer par la subjectivité pour défendre ce projet. Quelques gouttes suffisent, c'est lorsque s'opère la magie d'un duo prime. C'est un événement qui est arrivé à très peu de reprises, avec par exemple Booba et Ali, NOS et Ademo, ou encore Big Flo et Oli. Je rigole, c'est un niveau de rap qui a très peu vieilli, où l'écriture est tellement fine que tu n'as qu'une envie quand t'écoutes une punch, c'est de découvrir celle d'après. Quelques gouttes suffisent d'Arsenic, c'est l'un des plus grands albums du rap français. Sneezy fait partie des pires rappeurs de l'histoire du rap français. Passer d'Arsenic à Sneezy, c'est ce qui s'appelle une douche froide. Nekfeu continue à faire du dégât au rap français en nous rappelant qu'en plus d'être le papa de tous les rappeurs qui font rimer stratosphérique et bathosphérique, c'est avant tout l'homme qui a mis énormément de lumière sur des rappeurs assez moyens, que ce soit Mecra, Framal, Dezer ou encore Sneezy. Et si les trois premiers se font déjà assez pointer du doigt par à peu près tous les médias de rap, et bah Sneezy il passe entre les mailles du filet en ayant une bonne exposition parce que c'est le copain de Nekfeu et Alpha One. Alors qu'au niveau de sa voix, ses textes, ses flows, tout est assez moyen pour pas dire mauvais en fait. Et encore j'ai pas évoqué son album Super qui est un triste souvenir du rap français. Le Black Album de Nekfeu est horriblement nul en plus d'être son pire projet. Et oui, je suis toujours en croisade contre un 995 jusqu'à l'anéantissement total de tous les Yankees de France. Non, en vrai, j'aime beaucoup Nekfeu. Et ça, malgré le fait que je l'ai déjà taclé 3 fois dans la vidéo. Et la nouvelle vague de haine qu'il y a envers lui et son horrible influence, et bah c'est clairement une mode qui est d'ailleurs assez gênante et extrême. Par contre, il faut que je parle du Black Album de Nekfeu. Pour ceux qui le savent pas, c'est un album jamais sorti à cause de désaccords au niveau de son label. Alors, certains prouveurs veulent nous faire croire qu'il s'agit d'un classique de l'ombre, un chef-d'œuvre jamais release, alors qu'au final c'est juste une merguez pas possible. Donc non, c'est pas ça un classique enfoui dans les ténèbres d'internet. Hein. Non, ça ressemble plutôt à Ultraviolet d'Ateyaba est top 5 albums de la dernière décennie. Ateyaba s'est assis sur un chef-d'œuvre et je m'en fous si je suis le millième mec à avoir dit ça. Ultraviolet c'est un album qui est jamais sorti et qui aurait pu devenir l'un des meilleurs albums de la dernière décennie. Et au lieu d'être dans nos meilleurs titres likés Spotify, et bah il nous donne à la place La Vie en Violet qui est une des plus grandes déceptions de ma vie devant Zion Williamson et Chicharito. Mais vous en faites pas, connaissant Ateyaba, il y a moyen que je retourne ma veste dans 4-5 ans. Westside de Booba a pas trop bien vieilli.
Alors il n'en est pas moins bon, mais faut se dire que ça n'a pas bien traversé le temps. Ce qui se rapproche plus vraiment du classique qui ne prend pas une ride, ce serait plus Temps mort ou Mauvais Oeil, pas West Side. La Fouine est toujours finito et son pseudo-retour est claqué. Il y a un an, j'ai pris aucun risque en disant que La Fouine était dans une descente aux enfers monumentale, en plus d'être le rappeur le plus finito de sa génération. Mais depuis quelques temps, une immense vague de nostalgie tente de remettre La Fouine au goût du jour, jusqu'à presque occulter les horribles albums qu'il nous a pondus ces dernières années. Alors sa pseudo-DA où il revient avec un durag et 90 kg de muscle, c'est que de la poudre aux yeux. Alors je l'annonce maintenant, vous pouvez enregistrer cet extrait, mais La Fouine est toujours finito. Et l'album qui va sortir va être très moyen et cliché. Alors ça se trouve mon avis aura mal vieilli et La Fouine y vivra un second âge d'or. Sachez que je souhaite très sincèrement. La Fouine pour moi ça reste une légende du rap français. Mais bon, quoi qu'il arrive Laouni, sache que personne n'oubliera le feat avec 47 Terres. La drill en France était une très mauvaise période au niveau du rap français. Les seuls qui ont vraiment réussi à s'approprier la culture c'était H22 et Freeze Corleone. Les autres c'était vraiment la Japan Expo, tout le monde s'habillait en noir avec des couteaux pour 2-3 sons dans un album et repartait comme si de rien n'était. Y a qu'à voir le clip de Problème du matin de Nino, qui se la joue clairement en mode fatal bazooka de la drill. J'en suis sûr qu'un jour on se souviendra de cette époque aussi honteusement que de la tectonique. En termes de groupe, Kay Largo surpasse 13 blocs. Une fois de plus, la nostalgie refait des dégâts en nous faisant croire que 13 blocs était un groupe légendaire du rap français. Alors je suis ok pour dire que certains de leurs projets sont bouillants et que chaque membre apportait leur truc de manière très bien structurée, mais quitte à mettre de la lumière sur un groupe qui en a pas eu assez, donnons des fleurs à Kay Largo. L'alchimie entre Digba et Minkos est parfaite. Chacun faisait son taf au niveau des refrains et au niveau des couplets. Et si ça commence à me contredire, je vais pas hésiter à dire que Cru et Chaque Matin sont des classiques du rap français. Tempête de PNL est dans le top 10 des meilleurs sons de l'histoire du rap français. Alors je sais que ça va pas convenir à tout le monde, surtout qu'il est pas forcément le meilleur son de PNL aux yeux de tous. Mais pour moi, on a rarement atteint un niveau d'excellence aussi haut. On reconnaît la prod à la première note, l'ambiance du son est parfaitement représentée dès la première seconde, le refrain est aussi morose que charismatique et le couplet d'Ademo est l'un des plus grands du rap français. Pour moi, j'ai pas besoin d'être davantage convaincu. Bon, maintenant que les fans de rap français sont à dos, je vais m'attaquer au rap US pour être sûr que chacun d'entre vous reparte bredouille de cette vidéo. Et c'est parti, on reprend. Astroworld de Travis Scott est l'album le plus surcoté de la dernière décennie. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, en 2016 Travis Scott sort Goosebumps, qu'il fait passer de rappeur expérimental émergent à superstar du rap. Donc il devait absolument faire un projet plus accessible pour que son nouveau public ne lui tourne pas le dos. Alors petite pause parce que je suis tombé sur ce tweet pendant le montage de la vidéo qui résume vraiment parfaitement la situation, donc j'ai pas trop besoin de plus détailler de ce côté là. Astroworld est le pire album de Travis Scott en plus d'être sympa sans plus. L'album est un grand zoo de feats de superstars incohérents et depuis sa sortie on le présente comme un chef-d'œuvre du rap surpassant même Rodeo. J'ai jamais vu une Zumba pareille pour un album aussi moyen. L'album c'est vraiment un vide absolu quand on a pu voir ce qu'a fait Travis Scott sur ses projets précédents. Heureusement que son dernier album Utopia a bien redoré son blason. Et d'ailleurs, quitte à avoir des problèmes avec Travis Scott, Days Before Rodeo est meilleur que Rodeo. Bon franchement impossible de défendre ça autrement que passer par la subjectivité, mais quand tu entends la mixtape d'un gars qui se pose aucune contrainte créative en te donnant un univers bien dystopique, bien bordélique, moi franchement j'ai besoin de rien de plus. L'expérience d'écoute elle est vraiment dingue et peut-être un peu plus décontenançant que Rodeo. Et c'est d'ailleurs là où les premiers projets de Travis sont plus intéressants au niveau des prises de risque. Bon par contre All Pharaoh c'est une merguez absolue. XXXTentacion était un mauvais rappeur. Alors il était très bon chanteur avec un univers vraiment bien développé je trouve. Mais quand il s'agissait de rapper, c'était souvent médiocre ou alors des sons gueulés pour rien ayant pour seul objectif d'être fun en concert. Son meilleur projet c'était 17 et c'est pas un album de rap du tout. Mais ça n'exclut pas que c'est un très bon album avec une influence monumentale. Et ça d'ailleurs contrairement aux horribles projets suivants sortis par son label. Still Brazy de YG est la meilleure représentation de la West Coast depuis Doggy Style de Snoop Dogg. Je dis pas que c'est le meilleur album de la West Coast depuis plus de 20 ans, mais la côte n'a jamais été aussi bien retransmise dans un album depuis Snoop Dogg Prime. Les productions de G-Funk sont aux petits oignons. Les perfs de YG et de tout son crew semi-blood, semi-californien sont charismatiques de musique en musique. L'hymne à la haine de Donald Trump est somptueux. Sur Still Brazy, YG n'a jamais autant fait vivre la West Coast depuis les années 90. Et oui, bien plus que Kendrick Lamar dans toute sa carrière. YG était vraiment intouchable. Le seul pouvant atteindre son influence californienne, c'était vraiment Nipsey Hussle Prime. Push-Ups de Drake était le meilleur diss track du clash avec Kendrick. Il a cogné sur 10 mecs en même temps, tout le monde était contre lui et il a quand même réussi à assumer sans être ridicule. Enfin,
pour l'instant. Rick Ross, Future, Metro Boomin, The Weeknd, Kendrick Lamar, tout ça sans besoin de beat switch ou de je ne sais quelle fioriture. Une instru, 5 minutes, une perf de malade, 1 contre 20. C'est le meilleur diss track du Clash. Mais je suis d'accord pour dire que Kendrick a gagné le bif parce qu'il a été bien plus intelligent que lui avec des sons beaucoup plus marquants et mieux réalisés. Mais d'ailleurs, quitte à parler du Clash, le diss track de J. Cole était très bon. J. Cole s'est fait démolir pour avoir sorti un disque qui n'a pas vraiment plu dans un projet assez moyen. Alors le projet n'est effectivement pas dingue, hein, mais le diss track était vraiment très bon. Il avait réussi à viser juste sur le fait que Kendrick ne sort plus d'albums pour le hood depuis Good Kid, Mad City, jusqu'à presque intellectualiser ses albums pour des bobos un peu fans de jazz. Les albums restent évidemment excellents, hein, sauf Mr. Moral, mais on peut pas nier que Kendrick fait de la musique qui plaît à des reviewers chauves, mais plus trop pour la West Coast. Mais bon, pratiquement personne n'a relevé la subtilité de langue qu'a pris J. Cole, et c'est dommage. Bon, après, il a bien fait de s'excuser. Hein. YNW Melly était plus talentueux que Don Toliver. Alors vous avez pu le constater, Astroworld n'est pas un album que je porte dans mon cœur, hein. Et la révélation au grand public de Don Toliver dessus ne l'est pas non plus, hein. Je trouve qu'on a fait une bonne zumba autour de son talent et de sa voix. Surtout quand on voit en parallèle un YNW Melly avec une vraie belle voix profondément charismatique. Ça c'était un homme qui savait chanter. Après Don Toliver est bon, hein. Mais quitte à parler de performance vocale, remettons de la lumière sur Melly. Et d'ailleurs en parlant de Don Toliver, Don Toliver ne sait pas sortir d'album, même s'il est bon. Alors je veux bien croire que Hearthstone Psycho est très bon et fait partie des meilleures sorties de 2024, mais sinon, à part en featuring ou sur quelques solos, Don Toliver ne sait pas faire d'album correct, hein. Ça finit toujours par de la redondance ou du mauvais goût. JPEG Mafia a l'une des discographies les plus surcotées du rap. La musique de JPEG Mafia est faite pour ceux qui écoutent trop de musique et qui ont besoin d'être brusqués parce que leurs cerveaux sont submergés d'informations avec tous les albums qui sortent chaque année. Alors quand ces joues-là écoutent un truc extrême qui change de l'usuel, et bah ils ont tout de suite l'impression que c'est une réussite. Scarring the Oz et LP sont vraiment de très bons projets, mais le reste n'est vraiment pas si fou que ça, hein. Changer d'instru 78 fois en 2 minutes, c'est pas un argument de vente, hein. N'oubliez pas que le but de la musique c'est avant tout que ça sonne bien, ça doit pas forcément être complexe et surchargé. JPEG Mafia, c'est bien sans plus, il rappe bien sans plus, les instrus sont parfois très cool, parfois très nuls, sa discographie est donc bien sans plus. Je m'excuse si j'ai pu offenser une certaine communauté. Pour me faire pardonner, je lâche une balle perdue à une autre parce que Yung Lean est très nul. Alors là, je m'attaque à une petite communauté très vaillante, je m'excuse à vous. Mais Yung Lean sort des projets plus nuls les uns des autres et le flot de l'espace qu'il a sorti des années en avance sur Rising Strip 2002 est un coup de chance monumental. Yung Lean pour moi, c'est une nostalgie continue d'un avant-gardisme qui s'est très rapidement perdu. Le dernier album d'Eminem est très bon et la haine qu'il a autour de lui est juste un effet de mode. Alors depuis qu'il a sorti l'horrible Revival, la carrière d'Eminem est fortement tachée, et ça c'est normal. Par contre, chaque projet qui sort est sévèrement critiqué, que ce soit pour de bonnes raisons comme sur Kamikaze, ou injustement comme sur tout le reste, parce que les Music to Be Murdered By et The Death of Slim Shady sont très bons, mais détestés sans aucune autre raison que le fait que c'est Eminem derrière le micro. Et ça uniquement parce que c'est le même gars qui a sorti Revival. Alors je le dis ici pour faire une piqûre de rappel, ces derniers projets sont très bons et bien meilleurs que Recovery et MMLP2. Young Thug est le meilleur rappeur des années 2010, derrière Kendrick Lamar. Oui, j'ai pas peur de le dire, Young Thug dans les années 2010, c'est une influence monumentale, des nouveaux flows sortis de nulle part et certaines des plus grandes mixtapes de l'histoire du rap. Le seul homme ayant pu surpasser son talent, c'est Kendrick Lamar. Donc oui, la barre elle est très haute. Mais bon, quand on parle de Young Thug, on est obligé de parler de l'un de ses darons, alors laissez-moi vous dire que Future est la plus grande influence du rap des années 2000. Je suis très ouvert au débat. 50 Cent a influencé le gangsta rap. Eminem a influencé Kendrick Lamar et tous les raclos qui pensent que rapper vite c'est rapper bien. Lil Wayne a eu un impact monumental sur l'utilisation de l'autotune. Chief Keef a influencé la drill de Chicago et la trap. Migos a influencé la trap d'Atlanta. Kid Cudi le rap mélancolique. Future, lui, c'est littéralement tout. À partir du début des années 2010, quand tu écoutes n'importe quel rappeur proposer quelque chose, il y a toujours un peu de Future dans le son. J'attends d'être contredit. Et oui, bien plus que Lil Wayne. D'ailleurs, pour Lil Wayne, The Carter 2 est meilleur que The Carter 3. Bon là, il y a deux camps qui se sont formés, hein. Ceux qui voient ça comme une formalité parfaitement logique, et ceux qui sont offusqués par ce choix au vu de l'immense impact de The Carter 3. Je fais partie du premier camp, voyez ça comme une sorte de piqûre de rappel. Mais bon, pourquoi débattre quand on peut profiter de ces deux chefs-d'œuvre? Pour Tyler the Creator,
Bastard est meilleur que Flower Boy. Là pour le coup, je pense que la take a fait un peu plus de dégâts. Je trouve pas que Flower Boy est surcoté, hein. Pour moi il a tout d'un classique, dans le sens où tout le monde connaît cette cover, tout le monde connaît See You Again, et tout le monde se souvient où est-ce qu'il a écouté pour la première fois Flower Boy. L'album c'est une vraie référence musicale. Mais j'avoue ne pas forcément en faire autant l'éloge que la moyenne. Contrairement à son tout premier projet Bastard, qui n'a pas assez reçu ses fleurs. Bastard, c'est l'un des projets les plus sombres que j'ai pu écouter, tout en étant parfaitement réalisé. Les instrus ils ont un peu vieilli, mais l'ambiance générale véhiculée par les perfs de Tyler rend le tout tellement sombre, l'immersion est parfaite, et je l'ai trouvé d'ailleurs bien meilleur que Flower Boy. Je vous invite à écouter l'intro de Bastard si c'est pas déjà fait, c'est probablement une des meilleures intros que j'ai pu écouter. Ça va vite vous mettre dans le bain, vous verrez. Blue Lips de Schoolboy Q n'est même pas top 3 de sa discographie. J'ai l'impression d'avoir été le seul déçu du retour de Schoolboy Q. Après des années d'absence, c'est vraiment dommage d'être revenu avec un album un peu bon sans plus quoi. Et ça a bien en deçà d'Oxymoron, Blank Face ou encore Habits and Contradiction. Et si ce classement vous choque, laissez-moi vous dire que Swimming de Mac Miller n'est même pas top 5 de sa discographie. En voilà un avis qui a dû faire grincer des dents. Je m'excuse auprès de tous les fans de Mac Miller, Swimming est vraiment très bon, mais Circles, Good AM, Kids, Faces et Watching Movie sont pour moi vraiment meilleurs. Je vous ai prévenu de mes hot takes douteux, hein. Sans la cover, Jeffrey de Young Thug n'aurait pas été aussi apprécié. Une cover ça apporte énormément à l'impact et à la qualité du projet, et au vu de la merveille qu'est la pochette de Jeffrey, l'album a vite marqué les esprits, mais pas vraiment dans le bon sens selon moi. L'album est pour moi loin d'être le meilleur album de Young Thug, et je pense que la zumba que les gens font sur cet album est sûrement due à la beauté de la cover. Je pense que si on aurait foutu un bon pen and pixel à la place, le projet il aurait pu passer à la trappe. En gros, l'album n'est pas à la hauteur de son visuel. Bon ok, l'introduction c'est une merveille, je vous l'accorde. La trilogie en cours des Savage Mode peut potentiellement devenir la meilleure trilogie du rap. Alors quand je parle de trilogie, c'est important de préciser les suites d'albums numérotés, hein, comme les Blueprints, les Man on the Moon, les King Disease, enfin bref. Je vais parler très sérieusement. Si Savage Mode 3 est aussi excellent que les deux premiers, je ne vois aucune concurrence possible à cette trilogie, à part éventuellement les Carter de Lil Wayne. Et si vous pensez que j'abuse sur le talent de 21 Savage, sachez que le pressing n'est pas fini. Parce que 21 Savage est le meilleur rappeur de la décennie actuelle. Depuis 2020, 21 Savage c'est un très bon album commun avec Drake, des apparitions en feat où il est imprenable à chaque fois, un excellent album solo et Savage Mode 2 qui est littéralement le meilleur projet rap des années 2020 pour l'instant. J'ai besoin de me justifier? En potentiel concurrent, je vois juste Vince Staples, Freddie Gibbs ou Kendrick Lamar. Westside Gunn a l'influence la plus prolifique du rap actuel. L'influence de Westside Gunn et de Griselda sur les productions boom bap luxueuses a fait beaucoup de bien au rap. Ils ont remis au goût du jour la boom bap en le rendant cool sans forcément l'associer au rap un peu plus conscient des années 90. Ça a permis à beaucoup de rappeurs d'exceller dans un rap plus sobre et classique. Donc merci à Griselda pour cette bonne influence. Par contre, Earl Sweatshirt a l'influence la plus néfaste du rap actuel. Bon, j'avoue, j'ai jamais été un immense fan d'Earl et de son flow un peu nonchalant, mais ça m'est arrivé d'être touché par son univers à quelques reprises. Par contre, ces nombreux enfants qui ont émergé suite à Doris sont tous plus chiants les uns que les autres. Ce fameux flow où les rappeurs s'endorment en bavant au micro en se croyant charismatique, ça commence sérieusement à m'épuiser. Et me défendre ce rap avec les paroles, hein, ça marche pas chez moi. J'écoute de la musique, hein, pas un livre audio. 50 Cent n'est pas dans le top 20 des meilleurs rappeurs all time. Malgré tout le respect que j'ai envers 50 Cent, son influence extrêmement bénéfique et son prime légendaire contenant 2 albums d'une qualité indiscutable, et bah tout ça saura pas durer très longtemps. Hein. Get Rich or Die Trying c'est un classique qui traversera le temps sans prendre une ride, mais il y a trop d'excellents rappeurs qui prennent facilement sa place dans un top 10 sans problème et dans un top 20 en creusant bien. Et si vous êtes pas content, et bah j'ai pas peur de dire que Tupac n'est pas dans le top 5 des meilleurs rappeurs all time. Attendez, oui, Tupac c'est la figure du hip-hop, celui qui représente le mieux ce mouvement. Il a sorti des chefs-d'œuvre et a été une des influences les plus bénéfiques du rap, voire même de la société moderne. Tupac c'est la paix, des valeurs, de l'amour, du charisme. Tupac c'est un des plus grands rappeurs de l'histoire. Mais Jay-Z, Nas, Eminem, Ice Cube et Biggie sont meilleurs. Et il y a moyen que je rajoute Snoop Dogg dans le tas. Je présente très sincèrement mes excuses, hein, ça concerne que moi cet avis. Mais je n'ai pas fini de dire les termes, parce que je pense très sincèrement que Drake n'est pas top 50.
Lil Wayne, Young Thug, Future, Lupe Fiasco, MF Doom, Vince Staples, Mac Miller, Q-Tip, Lauryn Hill, Biggie, Tupac, Nas, Eminem, Fat Joe, DMX, Jay-Z, Ja Rule, Scarface, Nipsey Hussle, YG, Project Pat, Juicy J, Freddie Gibbs, Jeezy, Method Man, Big Pun, Killer Mike, Schoolboy Q, André 3K, T.I., Common, Ghostface Killah, Rakim, Black Thought, Memphis Bleak, Avoc, Prodigy, Raekwon, Pusha T, Busta Rhymes, Gucci Mane, Eazy-E, ODB, Joey Badass, LL Cool J, A$AP Rocky, Ludacris, Rick Ross et enfin Kendrick Lamar rappe mieux que Drake. Merci d'avoir eu la patience de rester jusqu'ici, j'aime bien étaler ma subjectivité, hein. C'est un truc qui manque beaucoup malheureusement, alors pourquoi pas s'y coller. C'était une petite vidéo légère avant d'envoyer des formats plus quali, mais pourquoi pas en parsemer par-ci par-là. Est-ce que j'ai dit les termes ou alors n'importe quoi? N'hésitez pas à me le faire comprendre d'un ton bien menaçant en commentaire ou sur le Twitter. Et si vous êtes brave, mettez-vous aussi dans la sauce en me balançant vos propres unpopular opinions. Et en attendant, merci à vous. Ouais, ajoutez-moi par pitié.